Mes chers collègues, nous nous retrouvons donc ce matin pour une table ronde dédiée à la COP29 climat qui aura lieu à Bakou en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre prochain. Les conséquences du dérèglement climatique sont aujourd'hui perceptibles par tous. Nous en sommes particulièrement conscients dans cette commission puisque nous avons adopté en septembre dernier le rapport d'information de Jean-François Rapin et de Jean-Yves Roux relative aux inondations survenues en 2023 et au début de l'année 2024, puis la semaine dernière. Le rapport pour avis de Pascal Martin sur la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Au-delà de l'adaptation à ces effets, l'atténuation du changement climatique reste plus que jamais nécessaire. C'est le sens de l'accord de Paris de 2015 adopté à l'occasion de la COP21 qui vise à contenir l'augmentation de la température bien en dessous des 2 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel et de préférence sans dépasser les 1,5 degrés. 9 ans après cet accord historique, le respect des objectifs climatiques mondiaux est dans les faits loin d'être garanti. La conférence qui s'ouvrira dans quelques semaines est cruciale pour le respect des objectifs climatiques. En effet, si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau cadre d'aide aux pays en développement, ces derniers pourraient relâcher leurs efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le nouveau cadre de financement de l'action climatique constitue ainsi l'enjeu central de cette conférence. Lors de la COP15 à Copenhague en 2009, les pays industrialisés se sont engagés à renforcer les financements climat à destination des pays en développement pour atteindre 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 et maintenir l'effort jusqu'en 2025. Ce montant d'aide qui agrège des financements publics et des financements privés a été tenu en 2022 avec 2 ans de retard. Un des principaux objectifs de la présidence de la COP29 à Bakou est la négociation d'une nouvelle cible en matière de financement climatique qui remplacerait en 2025 l'objectif de 100 milliards de dollars par an. Les parties auront à concilier durant cette conférence de nombreuses divergences qui portent parfois sur le montant des contributions financières, contribution qui doit être à la hauteur du défi et sur la liste des pays contributeurs qui pourraient intégrer les recompositions à l'œuvre de l'économie mondiale. À l'occasion du débat en séance publique du 9 octobre dernier, préalable au Conseil européen, le ministre délégué en charge de l'Europe avait déclaré que tous les pays qui sont en mesure de le faire doivent participer à la solidarité financière internationale. La contribution des pays émergents sera certainement un point majeur de négociation. La France, qui a participé au financement de l'action climatique à hauteur de 7,6 milliards d'euros en 2022, aujourd'hui a dépassé son objectif à 6 milliards de financement. À ce titre, notre pays est donc parfaitement légitime à continuer à cette occasion à être, avec l'Union européenne, un moteur de la négociation climatique internationale, comme elle l'a superbement démontré durant la COP21, en contribuant à l'élaboration d'une position de compromis qui dépasse les clivages traditionnels lors des négociations climatiques. Au-delà de la question du financement, la COP29 permettra aux États d'aborder 4 questions centrales, comme la création d'un marché mondial de carbone nécessaire au financement de l'action climatique, la première actualisation des contributions déterminées au niveau national prévue par l'accord de Paris de 2015 ou encore la réduction des subventions aux énergies fossiles. Pour aborder les enjeux de cette conférence, nous accueillons avec plaisir aujourd'hui Madame Marie-France Bornson-Langlen, directrice exécutive adjointe Solutions Développement Durable à l'Agence française de développement, l'AFD. Diane Simiu, directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Philippe de Prédurant, sous-directeur à l'action internationale au ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Yannick Lemarec, ancien directeur exécutif du Fonds vert pour le climat, directeur de recherche au Centre international de recherche de l'environnement et le développement et président de la Fondation Gold Standard. Ma première question portera naturellement sur la cible de financement. Le groupe de haut niveau sur la finance climatique institué par l'ONU
estime les besoins de financement climatique pour les pays en développement à 2 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. Quel nouvel objectif de financement permettrait selon vous d'atteindre les ambitieux objectifs climatiques de l'accord de Paris? L'évolution de la liste des pays contributeurs apparaît-elle souhaitable et réaliste? Je souhaiterais également vous entendre sur le rôle de la France dans cette négociation internationale. Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 14 octobre dernier son mandat de négociation. Il appelle à un nouvel objectif quantifié de financement qui s'appuierait davantage sur l'investissement privé ainsi que sur un groupe plus large de contributeurs. Quelle est votre position sur ce mandat de négociation? Comment la France et l'Union européenne doivent-elles, selon vous, se positionner en amont des négociations? Je ne serai pas plus long afin de laisser du temps à nos échanges et aux séquences de questions-réponses avec mes collègues commissaires. Je vous cède la parole. Qui débute? Madame Simir. Monsieur le sénateur, merci beaucoup pour cette invitation. Je commencerai par un rapide point sur où en est la France de ses objectifs climatiques adoptés au niveau international, et puis je passerai ensuite la parole à mon collègue Philippe Depré-Durand sur les questions de préparation de la COP 29. En ce qui concerne les objectifs de la France en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, vous le savez, les objectifs internationaux sont déclinés au niveau européen. L'Europe s'est dotée d'un objectif de réduction des émissions de 55% à l'horizon 2030, qui se traduisent pour la France par une réduction de 50% de ses émissions à l'horizon 2030. Quand on regarde en année glissante par rapport à l'année dernière, on a réduit nos émissions de 4,8%. On est sur la trajectoire pour atteindre notre objectif de 2030 si on arrive à maintenir ce rythme chaque année de réduction des émissions. Ce n'est pas que l'État qui le dit, c'est le Haut Conseil pour le climat qui dit que pour la première fois l'année dernière, la France s'est bien mise sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs en 2030. Alors, ces résultats, ils ont une part de conjoncturel, ils ont une part de structurel. On estime, et le Haut Conseil pour le climat estime qu'il y a environ un tiers d'effets conjoncturels et 2 tiers d'effets structurels. Et ça, c'est important puisque ça montre que les mesures que nous mettons en œuvre sont efficaces pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on sait que ça va être de plus en plus difficile, mais le budget carbone 2019-2023 sera respecté, a été respecté, et donc il faut qu'on se mette sur la trajectoire pour continuer à atteindre ces objectifs. Et c'est tout l'enjeu de la stratégie nationale bas carbone qui va être mise en concertation préalable à partir du 2 novembre pour une durée de 6 semaines, de sécuriser cette trajectoire, de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs. Et un point qui est important dans cette nouvelle stratégie nationale bas carbone par rapport aux précédentes, c'est que pour la première fois, on va essayer de définir un objectif qui ne soit pas que sur nos émissions nationales, mais qui porte aussi sur notre empreinte carbone. Et ça, c'est un point extrêmement important, puisqu'on sait que notre empreinte carbone baisse moins vite que nos émissions nationales, et qu'il y a un enjeu important à ne pas exporter en fait nos émissions à l'étranger. Et c'est l'enjeu aussi de mesures comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a été adopté dans le cadre du Green Deal, du Pacte vert européen, pour nous permettre de baisser nos émissions tout en réindustrialisant notre pays, en évitant d'exporter nos émissions. Peut-être un dernier point avant de passer la parole à Philippe Depré-Durand. Je voudrais revenir très très brièvement sur la présentation vendredi dernier par le Premier ministre du projet de plan national d'adaptation au changement climatique qui définit une trajectoire de référence pour l'adaptation climatique. Ce à quoi on doit se préparer, c'est un réchauffement de 4 degrés à l'horizon 2100. J'ai encore vu dans la presse des réactions qui étaient « c'est un renoncement à l'accord de Paris ». C'est évidemment pas un renoncement à l'accord de Paris, puisque, je viens d'en parler, nous mettons tout en œuvre pour respecter nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, l'UNEP a publié la semaine dernière un rapport qui montre que les engagements qui sont pris pour l'instant au niveau international nous emmènent sur une trajectoire de réchauffement de 3,1 degrés. Or, 3,1 degrés
au niveau international, c'est 4 degrés pour la France, parce que l'Europe se réchauffe plus vite que la moyenne du globe. En France, on est déjà à plus 1,7 degré de réchauffement. Donc, il est impératif de se préparer à cela, même si notre objectif reste bien évidemment de respecter l'objectif de l'accord de Paris. Voilà, je ne serai pas plus longue sur cette introduction. Je passe la parole à Philippe Depré-Durand sur la préparation de la COP29. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Effectivement, à l'échelle internationale, les enjeux sont majeurs pour ce rendez-vous annuel que sera la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Madame Simiou le rappelait, le dernier rapport du Programme des Nations Unies sur l'environnement l'a bien signifié, remis en évidence l'urgence de la situation qui avait déjà été particulièrement bien décrite par le rapport de synthèse du GIEC qui a été publié en mars de l'année dernière. Il faudrait, selon le GIEC et selon ce rapport de synthèse, réduire les émissions mondiales de 43% depuis 2030, d'où une pression constante et une pression croissante lors de chacune des COP, et celle-ci n'y fera pas exception. Cette COP29 est un moment charnière. Elle arrive après la COP28 qui était aux Émirats arabes unis la COP du premier bilan mondial de l'accord de Paris, et elle arrive un an avant la COP de Belém au Brésil qui devra déterminer ce que l'on appelle le prochain cycle de l'ambition, à savoir l'actualisation des contributions déterminées au niveau national qui doivent être justement actualisées tous les 5 ans et qui doivent prendre en compte les résultats de ce premier bilan mondial que j'évoquais tout à l'heure. Premier bilan mondial dont le bilan est mitigé. Il y a des points positifs, très positifs même, tels que pour la première fois l'affirmation de la nécessité d'une sortie progressive des énergies fossiles. Il a fallu effectivement attendre la COP29 pour l'affirmer et que cette sortie des énergies fossiles fasse l'objet d'un consensus. D'autres points positifs tels que l'objectif de triplement des énergies renouvelables ou de doublement du taux d'efficacité énergétique dans le monde. Il y a des points un peu plus négatifs, un langage, ce qu'on appelle dans le monde des négociateurs, un langage peu enthousiasmant sur la sortie du charbon qui, pour mémoire, est l'ennemi numéro 1 en termes de changement climatique. Alors cette COP29 aura 3 enjeux majeurs. Monsieur le Président le rappelait tout à l'heure, la détermination d'une nouvelle cible de financement pour les pays en développement, l'adoption enfin ou la finalisation des négociations sur les marchés carbone, et puis tout ce qui permettra de faciliter l'élaboration de contributions déterminées au niveau national ambitieuses par les différents États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors le premier point, bien sûr, l'adoption du nouvel objectif mondial de financement post-2025. Dans le jargon, on parle de New Collective Quantified Goal, NCQG. Je vous épargnerai ce terme, mais peut-être que quelquefois il ressortira lors de réponses rapides. Ce nouvel objectif doit prendre l'objectif précédent qui était de 100 milliards de dollars par an, qui doit servir d'assistance aux pays en développement et fourni par les États développés. Il faut savoir que cet objectif de 100 milliards, après un départ un peu compliqué dans les années, en 2020, puis ensuite en 2021 du fait de la pandémie, cet objectif a été clairement dépassé dès 2022, puisque l'on atteint le total de 115,9 milliards de dollars. Donc ça, c'était un point effectivement extrêmement positif qu'il faut mettre en avant. Nous n'avons pas encore les chiffres pour 2023, mais rien ne laisse penser que ce total sera inférieur. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de manière générale, il faut mobiliser l'ensemble des financements, publics comme privés, parce que ces derniers restent en deçà des besoins. L'enjeu est donc de déployer ce que le président de la République a appelé un choc de financement. Je fais référence à cette expression qui date du sommet pour le nouveau pacte financier, qui a également un autre nom, le sommet de Paris pour les peuples et la planète, de juin 2023, qui a
réunit un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement et d'autres autorités politiques autour du président de la République et qui a permis de lancer un certain nombre de réflexions qui seront très utiles dans le cadre des négociations sur ce nouvel objectif quantifié. Toutefois, ces négociations s'annoncent bien sûr difficiles. Le contexte international a pu être meilleur. Je passerai rapidement sur les tensions diverses et variées que l'on connaît au niveau géopolitique. Il y a un certain nombre d'incertitudes politiques aussi dans certains grands États. Et puis, dans beaucoup d'États développés, des difficultés économiques qui réduisent assez nettement la marge de manœuvre budgétaire. Donc, de manière générale, les pays développés vont chercher un montant ambitieux, mais réaliste, atteignable, avec un certain nombre de moyens qui permettront de dépasser le cœur de ce financement international, à savoir les 100 milliards que nous avons évoqués tout à l'heure. L'objectif est d'élargir la base des contributeurs. L'objectif est également de faciliter un meilleur engagement des banques multilatérales de développement. Je pense que mon voisin en parlera de manière plus savante que moi. Et puis, l'objectif est également de renforcer le levier que la finance publique a sur la mobilisation des investissements privés. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Deuxième point pour cette COP, la mobilisation collective, politique, universelle, je dirais, pour le prochain cycle de l'ambition, le prochain cycle donc des contributions déterminées au niveau national. Le premier bilan mondial a eu un bilan mitigé, mais il a donné un cadre relativement strict pour élaborer ces contributions. Il faut savoir que nous faisons face actuellement à un double déficit en matière d'ambition climat, un déficit d'offres quelque part. Les contributions déterminées au niveau national sont actuellement trop peu ambitieuses pour répondre aux besoins estimés par le GIEC, et il y a également un déficit de mise en œuvre. Même celles qui sont relativement ambitieuses, notamment dans un certain nombre d'États non européens, ne sont pas véritablement mises en œuvre. Donc il faudra profiter de cette COP pour donner tous les moyens, tous les longs politiques permettant de déboucher à Belém, dans un an, sur un ensemble de contributions déterminées au niveau national, véritablement à la hauteur des enjeux. Je termine rapidement sur le dernier enjeu qui est ce qu'on appelle les marchés carbone. Ces marchés carbone, qui sont décrits dans l'article 6 de l'accord de Paris, n'ont toujours pas été, entre guillemets, opérationnalisés. Il y a eu encore un échec lors des négociations, lors de la COP précédente à Dubaï. On peut imaginer que cette fois-ci, le dernier segment de l'accord de Paris pourra enfin être clôturé et mis en œuvre. Sur ces sujets-là, la France, comme ses partenaires européens, est particulièrement attachée à la question de l'intégrité environnementale. Le but du jeu est d'avoir des marchés carbone qui clairement permettent une additionnalité dans la réduction des émissions, qui clairement permettent un bon report, soit transparent et comment dire, soit robuste dans le temps, de façon à, d'une part, être sûr d'atteindre les résultats et d'autre part, de convaincre les investisseurs, notamment les investisseurs privés. Voilà pour quelques éléments sur la prochaine COP à Bakou. Évidemment, il y a un certain nombre d'autres sujets parce qu'une conférence de ce type prend en compte l'ensemble des segments de négociation. Il y aura des négociations importantes sur le genre, avec la détermination d'un nouveau plan d'action, des négociations importantes sur l'adaptation, etc., etc. Mais je préfère m'arrêter là, ce serait trop long sinon. Merci. À qui je donne la parole? Allez-y. Merci, Monsieur le Président.
Et merci à mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs pour cette invitation. J'aimerais aussi saisir cette opportunité en tant qu'ancien directeur du Fonds vert pour le climat pour remercier la France pour le rôle clé qu'elle a joué dans la recapitalisation du Fonds vert à hauteur de 10 milliards de dollars en 2019 et 12,8 milliards de dollars en 2023. C'était une très bonne nouvelle pour la fin de mon mandat en 2023. Et une très bonne nouvelle pour les négociations climatiques. La COP29 a été nommée la COP du financement, parce qu'il y a au moins 4 grands sujets de financement qui vont s'enchevêtrer et peut-être soit développer de bonnes synergies, soit au contraire s'annihiler. Le premier sujet, c'est en effet le nouvel objectif collectif quantifié pour remplacer les 100 milliards de dollars. Le deuxième sujet, c'est en effet les marchés carbone. Est-ce qu'on peut mettre en place une plateforme? Le troisième sujet, c'est la crise de la dette. On demande actuellement aux pays en voie de développement d'augmenter l'ambition de leur contribution déterminée au niveau national, alors que plus de 60 d'entre eux souffrent d'une crise de la dette catastrophique, hein, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 2001. Le quatrième sujet, c'est pertes et préjudices, le financement des pertes et préjudices. Quand j'ai commencé ma carrière, on ne parlait que d'atténuation de gaz à effet de serre. Vers le milieu de ma carrière, on a commencé à parler d'adaptation. Madame Simenou nous a expliqué l'importance du 4 degrés. En fait, on pourrait même parler 4, 5 degrés. Au départ, au début de ma carrière, on ne voulait pas parler d'adaptation parce que c'était admettre la défaite de l'atténuation. Au milieu de ma carrière, il était très clair qu'il fallait s'adapter et s'adapter très vite. À la fin de ma carrière, on parlait des pertes et préjudices parce que les changements climatiques, ce n'était pas quelque chose qu'on allait voir dans le futur, c'était quelque chose qui était déjà présent. Et pour beaucoup de petits États insulaires, ils peuvent perdre plus de 100% de leur PNB en l'espace de 12 heures à cause d'un hurricane. Donc pour eux, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent se relever sans aide internationale. Donc on a ces 4 grands sujets. Donc je vais passer un tout petit peu de temps sur le premier sujet et aller beaucoup plus rapidement sur les 3 autres. Le premier sujet, le nouvel objectif collectif quantifié. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est si difficile parce qu'il n'y a pas de définition unique au niveau international de qu'est-ce que la finance climatique. Les négociateurs climat ne se sont jamais mis d'accord sur une définition de la finance pour le climat. La définition de la conférence des Nations Unies, de la conférence 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, parle de toute action menant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre ou à augmenter l'adaptation au changement climatique, mais ne parle pas de quelles sont les sources, d'où vient l'argent et de qui vient l'argent, pourquoi faire et à qui va l'argent. Et toutes ces questions, maintenant, sont en train de rendre cette négociation extrêmement difficile. Donc, il y a la question du volume total. Le rapport du groupe de hauts experts parle de 2400 milliards de dollars, les besoins totaux des pays en voie de développement, dont 1000 qui devraient venir de l'extérieur. Et c'est 1500 qui devraient venir du secteur privé, 500 qui devraient venir du secteur public. Et donc, vous avez des négociateurs du Sud qui disent nous, il nous faut 1000 milliards de dollars. Et alors, vous avez des négociateurs du Nord qui, en règle générale, diminuent d'un ordre de grandeur. Et donc, cette négociation sur le volume va être très, très importante. Hein. Mais ça ne va pas être la seule. Après, c'est qui finance est-ce que ce sont les anciens pays de l'OCDE de 1992 ou est-ce que la Chine, les autres grands émergents vont contribuer au financement? Il faut savoir que certains pays, comme par exemple Singapour, qui a 3 fois le PNB du Portugal par habitant, ne contribue pas, est considéré comme un pays en voie de développement. En fait, Singapour pourrait recevoir des fonds de l'ONU. Donc il y a toute une remise à plat de qui contribue et comment contribue. Donc il y a certainement une possibilité de plusieurs tiers de contribution, mais ça va être un des grands sujets de négociation. Après, il va y avoir qu'est-ce qu'on finance? Est-ce qu'on a une fenêtre? Est-ce qu'on n'a aucune fenêtre de programmation ou est-ce qu'on a une fenêtre pour l'adaptation, une fenêtre pour l'atténuation, une fenêtre pour les pertes et préjudices? Et après, au niveau des bénéficiaires, est-ce qu'on a une fenêtre pour les petits États insulaires? Est-ce qu'on a une fenêtre pour les pays les moins avancés? Est-ce qu'on n'a pas du tout de fenêtre? Et quel type de financement? Est-ce que c'est du don ou est-ce que ce sont des prêts? Est-ce qu'on utilise de plus en plus les garanties pour pouvoir mobiliser les financements privés? Est-ce qu'on va directement vers l'investissement en capital privé, etc. Donc cette négociation va être extrêmement difficile et ça va être beaucoup plus que les volumes.
Pour les marchés carbone, Monsieur Deprez-Durand les a mentionnés rapidement. Il suffit simplement de dire qu'une tonne de carbone n'est pas égale à une tonne de carbone. Une tonne de carbone émise par des énergies fossiles ne va pas être compensée par une tonne de carbone du reboisement. On ne parle pas de la même durabilité, on ne parle pas du même temps, etc. Et aussi, une tonne de carbone évitée à partir d'une approche technique, comme par exemple la capture directe du carbone de l'air, va avoir aucun bénéfice de développement. Alors qu'une tonne de carbone évitée à partir du renouvelable au niveau communautaire va avoir énormément de bénéfices de développement. Et après, donc, la négociation carbone, c'est à la fois l'intégrité, c'est à la fois la durabilité, c'est à la fois la définition de l'additionnalité. Est-ce que c'est simplement plus de carbone évité ou est-ce que c'est plus de carbone évité au coût le plus faible pour les acheteurs et avec le plus de bénéfices de développement? L'Europe et les États-Unis n'ont pas, en général, ne voient pas la même chose. L'Europe a mis l'accent extrêmement sur la qualité du marché, même si ce marché est assez petit, alors que les États-Unis pensent au volume. Essayer de croître ce marché le plus vite. Donc ça va être une négociation assez difficile, celle-ci aussi. Après, pour la dette, on n'a pas vraiment le temps d'en faire un très fort traitement, mais il faut savoir que, imaginez qu'en France, il n'y ait pas de loi sur les faillites. Comment est-ce qu'on résoudrait nos problèmes économiques? Et il n'y a pas de loi sur les faillites au niveau international. Alors en 2001, on arrivait à s'arranger parce que tous les bailleurs de fonds venaient du même groupe de pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une très forte partie de la dette vient du secteur privé qui ne veut pas renégocier la dette. Une autre partie de la dette vient des pays émergents. Et donc, cette négociation s'annonce extrêmement difficile. Et si on ne la résout pas, il n'y aura pas d'ambition climatique. Il n'y en aura pas. Il ne faut pas se faire aucune illusion. Et après, pour perte et préjudice, où va-t-on trouver l'argent pour perte et préjudice? Et il y a toute cette discussion sur les instruments innovants. Par exemple, il y avait eu cette proposition de 2% de taxation sur le patrimoine au niveau global. Il y aura sans doute beaucoup de demandes au niveau des pays émergents pour trouver un mécanisme de capitalisation des pertes et préjudices qui soit prévisible. Merci. Je vais donner la parole à Madame Björnsson. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, pour votre invitation. Alors, pour tenter de répondre à vos questions, je vais répondre en 3 points. Mon premier point concerne un petit rappel sur la stratégie de l'AFD en faveur du climat. Dans un deuxième point, je vous dirai quels sont nos objectifs et quels sont les résultats que l'on atteint aujourd'hui sur le climat. Et puis, dans un troisième temps, comment est-ce que l'on contribue et ce que l'on attend de la COP29. Alors, concernant, pour commencer, la stratégie de l'AFD, simplement pour vous indiquer que l'AFD est en train de finaliser une nouvelle feuille de route, Planète, qui porte donc à la fois sur le climat et sur la biodiversité, qui traite conjointement de ces deux sujets-là. Puisque, en plus de l'alignement à l'accord de Paris, sur lequel on s'était engagé dès 2017, on ambitionne aujourd'hui, enfin notre engagement, c'est plus qu'une ambition, notre engagement, c'est d'être également aligné à l'accord Kunming-Montréal de 2022. Donc cette feuille de route, c'est évidemment le fruit d'un travail très important au sein du groupe, différentes entités, nos filiales, etc. C'est aussi le résultat de discussions riches et approfondies avec les ministères qui nous ont fait des retours très positifs sur cette nouvelle feuille de route, et puis évidemment avec les ONG du climat et de la biodiversité avec lesquelles les échanges ont également été riches et fructueux. À ce stade, cette feuille de route a été validée en interne par notre COMEX. Elle sera présentée dans quelques mois, en même temps que notre nouveau plan d'orientation stratégique, et en même temps que 2 autres feuilles de route que je signale, parce que c'est un peu la signature 100% ODD de l'AFD, 2 autres feuilles de route que sont le lien social, donc qui traite notamment du genre et des inégalités, et puis une nouvelle feuille de route citoyen, institution, démocratie. Ces 3 feuilles de route étant d'une certaine manière la signature de l'AFD, en plus évidemment des engagements sectoriels. Alors, avec cette feuille de route, on poursuit 4 objectifs principaux. Le premier, c'est de maximiser l'impact de nos financements, à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Et je reviendrai juste après sur des éléments chiffrés. Le deuxième objectif qu'on poursuit, c'est de pouvoir accompagner nos clients, les pays dans lesquels on intervient, sur des trajectoires bas carbone et résilientes. Mais c'est aussi d'accompagner les acteurs non souverains
dans leur transformation, dans leur engagement en faveur du climat et de la biodiversité, dans l'évolution de leur mode de gouvernance pour accompagner leur transition. Le troisième objectif qu'on se fixe, c'est de continuer à mobiliser autour des financements pour amplifier notre action. On souhaite d'abord évidemment avoir l'effet de levier le plus important sur les financements externes. Et puis, on souhaite également continuer à influencer tous les réseaux qui travaillent sur ces sujets-là pour la mise en place de pratiques vertueuses en matière de finances durables. Et puis enfin, le dernier objectif qu'on poursuit est un objectif plus interne, et je le signale, on souhaite continuer à faire notre propre transition également sur ces sujets-là, notamment en matière de formation et puis d'enrichissement encore de notre redevabilité. Voilà pour cette nouvelle feuille de route de Planète donc, qui est en préparation et qui sera bientôt présentée à notre conseil d'administration. Mon deuxième point porte sur les objectifs et les résultats de l'AFD en matière de climat. Donc, juste pour rappel, hein, l'AFD intervient dans 160 pays, 11 départements et territoires d'outre-mer. En 2023, on a octroyé 12 milliards d'euros de financement, si on laisse de côté l'activité de notre filiale Expertise France et les fonds qui nous sont délégués. Et nos équipes interviennent aujourd'hui sur 3600 projets dans le monde en cours de mise en œuvre. Pour rappel également, je l'ai dit tout à l'heure, l'AFD a été la première banque publique de développement à s'engager à être 100% alignée avec l'accord de Paris. Depuis, cet engagement a été repris par la plupart des grands bailleurs de fonds, hein, la Banque mondiale, la BEI, la KfW, etc. En plus de cet engagement 100% accord de Paris, l'AFD s'est engagée à octroyer au moins 50% de financement à co-bénéfice climat chaque année. C'est un objectif qui est dépassé depuis plusieurs années. En 2023, ce volume de finances climat s'est élevé à 7,5 milliards sur un total de 12 milliards, donc c'est plus de la moitié. Et c'est le volume déclaré par l'AFD le plus important au cours des dernières années. Et sur ces 7,5 milliards, c'est 4,5 milliards atténuation et 3 milliards sur l'adaptation, ce qui porte les financements adaptation à un peu plus de 40%. Sur ces 7,5 milliards, 6,2 milliards ont été déclarés à la CNUC, compte tenu des règles de comptabilisation des périmètres géographiques de la CNUC. Et ces 6,2 milliards de finances climat, périmètre CNUC, octroyés par l'AFD, déclarés par l'AFD à la CNUC, contribuent 87%, donc la très grande majorité de la finance climat qui a été déclarée par la France au titre de 2023. Voilà. Et j'insiste sur ce point parce que plusieurs think tanks soulignent le fait que la France fournit sa part équitable de finance climat, bien que les objectifs mondiaux de finance climat ne soient pas aujourd'hui répartis par pays. Alors, j'ai insisté sur ces éléments financiers parce que c'est l'enjeu central de la COP, ça a été dit au cours des précédentes interventions. Je souhaite néanmoins souligner le fait que l'AFD accorde également beaucoup d'importance à l'accompagnement de ses partenaires et de ses clients dans l'élaboration de stratégies long terme bas carbone et également dans l'accompagnement via des actions de renforcement de capacité des autorités nationales et des autorités locales. Voilà. Et puis, au-delà, on a évidemment cette ambition de continuer à mobiliser nos partenaires sur des pratiques vertueuses, hein, au-delà des financements qu'on octroie. Et c'est la raison pour laquelle on a été à l'initiative de la création de 2 cercles. Le club IDFC, qui est composé de 26 banques publiques de développement, et puis la coalition Finance en commun, qui se réunit annuellement en sommet. Voilà pour l'activité de l'AFD. Ça me semblait important de vous rappeler quelle est notre activité, quels sont les objectifs et les résultats que l'on atteint. Concernant maintenant la COP29, donc je ne vais pas le redire, hein, la COP29 c'est une COP de la finance, ça a été dit et redit plus tôt, puisqu'un des objectifs sera la définition d'un nouvel objectif de finance climat. Donc je ne reviens pas là-dessus, simplement moi je souhaitais apporter quelques éléments de précision ou points d'attention, aussi des points de réflexion sur l'AFD à la COP29. Donc les négociations ont régulièrement abordé la question de la définition de la finance climat
Aujourd'hui, tous les financeurs n'ont pas adopté une approche standardisée pour, comme le fait l'AFD, comme le fait IDFC, comme le font la plupart des banques multilatérales de développement, pour quantifier de manière rigoureuse cette finance climat. Donc nous, on continue de dire qu'on est en faveur d'une plus large utilisation de principes communs, de méthodes standardisées pour quantifier cette finance climat. Au-delà de la définition de la finance climat, on continue de plaider pour aller plus loin sur la caractérisation de l'impact des financements qui sont apportés. Et ça l'idée, c'est d'agir aussi sur les actions qui permettent de faire évoluer structurellement les manières de faire, les stratégies. Et ça passe pour nous par des dialogues de politique publique approfondis avec les pays avec lesquels on travaille, par des financements budgétaires également, qui permettent de mettre en œuvre des réformes et des mesures ambitieuse. Et sur ce sujet, dans le cadre de la feuille de route Planète que j'ai signalée juste avant, on a justement pour projet de mieux caractériser cette finance qu'on appelle transformationnelle pour être aussi redevable de ce type d'action qui nous semble particulièrement structurant, en plus des volumes de finances qui sont apportés. Concernant les crédits carbone, ça a également été abordé tout à l'heure, simplement pour vous signaler qu'on mène actuellement un travail pour accompagner nos partenaires, quelques partenaires, dans une phase pilote de mise en place de cadres réglementaires et nationaux, et peut-être aussi le financement de quelques projets pilotes. Concernant l'adaptation, je voudrais signaler qu'on a réalisé un travail important pour s'assurer que la question de la résilience est bien intégrée dans toutes les instructions des financements que l'on octroie via une analyse des aléas climatiques de chaque projet que l'on prévoit de financer. Voilà. Et enfin, sur la question des pertes et préjudices, je voudrais signaler pour terminer que l'on est en train de mettre en place un système de clauses qui permet aux pays particulièrement vulnérables de suspendre le remboursement de leurs dettes en cas de catastrophe climatique. Voilà, j'espère avoir fait un tour d'horizon assez complet. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces propos liminaires. Vous êtes 6 pour l'instant à avoir demandé la parole. Je vais, si vous me le permettez, je vais donner la parole à 3 de mes collègues. Vous répondrez et puis aux 3 suivants. La parole est à Jacques Fernic. Merci, Monsieur le Président. Notre seule méthode possible, c'est le multilatéralisme. Or, la prise en compte multilatérale pour contrer le péril climatique s'avère quand même assez défaillante. Il n'y a plus une semaine qui passe sans qu'on ait des manifestations très proches du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est l'Espagne. Hier, c'était chez nous. Et nous ne sommes, ça a été dit, qu'à plus 1,7 degré. Ça a été annoncé, vous l'avez rappelé, le programme des Nations Unies pour l'environnement annonce bien pire pour la fin du siècle avec plus 3,1 degrés, ce qui signifie de l'ordre de 4 à 4,5, si j'ai bien compris, pour la France. Alors certes, notre pays vient de se placer correctement sur sa trajectoire, mais ça a été aussi dit, si les différents pays réalisaient effectivement les contributions déterminées au niveau national qu'ils ont annoncées, on ne baisserait d'ici 2030, si j'ai bien compris, que de 4%. Et 4%, ce n'est pas la trajectoire visée de 43%, moins 43, on est bien d'accord, pour 2030. Donc cette COP devrait donc en toute logique chercher à changer cette donne mortifère pour qu'à Belém, on y soit mieux. Alors elle est présidée par l'Azerbaïdjan, hein, ce n'est pas un modèle de démocratie, c'est un pays très dépendant des énergies fossiles. Ça ne me paraît pas être l'animateur le plus motivé. Comment cela se présente sous cet angle ? Puis surtout, vous l'avez aussi rappelé, la géopolitique s'est considérablement dégradée depuis les accords de Paris, le contexte de tension, de crise, de bloc. Il y a en plus le scénario Trump qui se profile. Est-ce que ça laisse, à votre avis, un espace pour fortifier et mettre sur la bonne trajectoire la démarche multilatérale? Alors on le voit ici, on est en pleine phase d'élaboration budgétaire et on mesure ici en France très concrètement la grande difficulté et parfois la quasi-impossibilité à assurer la montée en puissance des investissements de la transition écologique, hein, face à la dette, le grand rabot budgétaire, pas facile pour faire les mutations énergétiques, les investissements de la décarbonation des transports, la transition de l'agriculture. Ça, c'est chez nous. Pour les pays bien moins lotis, vous l'avez dit, les pays en développement, le surendettement est considérable pour, je crois, 82% d'entre eux, c'est pas rien. Et donc la possibilité de ces investissements est encore plus problématique là-bas. C'est un des enjeux principaux de cette COP. Vous en avez bien fixé cet enjeu.
quelles pistes concrètes viables qu'elle pourrait sortir de Bakou pour s'attaquer au poids de ses dettes existantes, mobiliser, vous l'avez dit, les contributeurs publics et privés, et élargir et sécuriser l'accès à un financement climat accessible. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Stéphane Lemilly. Merci, Monsieur le Président. À quelques semaines de la COP29 qui se tiendra donc effectivement à Bakou, du 11 au 22 novembre, les négociations climatiques avancent millimètre par millimètre et s'annoncent difficiles pour reprendre les propos de M. Després-Durand. L'année 2024, on en parle souvent dans la presse, est en passe de se classer comme la plus chaude jamais enregistrée, et les canicules et les inondations meurtrières se multiplient. On l'a encore vu hier soir en Espagne. Et donc, bien entendu, dans ce contexte, les dirigeants sont attendus pour prouver que le climat est toujours bel et bien placé dans leurs priorités, ce qui s'avère compliqué dans le contexte mondial actuel, ébranlé par les guerres, Ukraine, Gaza, Liban, et puis aussi peut-être par des élections dans un pays outre-Atlantique qui sont particulièrement attendues. J'ai deux questions à vous poser à partir de là. Première question, peut-être pour M. Yannick Glemarek. Que pensez-vous du parti pris des associations environnementales qui appellent à privilégier les dons plutôt que les prêts afin de ne pas alourdir le fardeau de la dette des pays du Sud? C'est ma première question. Par ailleurs, les États doivent revoir à la hausse leurs engagements climatiques d'ici mars 2025, avant la COP 30 du Brésil. Les Émirats arabes unis, l'Azerbaïdjan et le Brésil, autrement dit les présidences des COP 28, 29 et 30, ont promis de livrer leur nouveau plan climatique d'ici à la COP de Bakou. Or, à ce stade, la transition hors des fossiles est loin d'être lancée. Au contraire, même bien au contraire, ces trois partenaires sont tous en passe d'augmenter collectivement leur production de pétrole et de gaz d'un tiers, j'ai bien dit d'un tiers, d'ici 2035. De même, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Norvège et le Royaume-Uni sont responsables de la moitié de l'expansion mondiale dans de nouveaux gisements qui, eux, sont prévus d'ici 2050. Donc ma deuxième question est, que pensez-vous, et c'est peut-être plus pour Mme Björnsson, que pensez-vous de ces décisions stratégiques de ces grands pays qui peuvent effectivement apparaître comme paradoxales à la veille de cette réunion internationale? Et puis, juste un message pour notre président de commission, puisqu'on parle de réchauffement climatique, je serais assez favorable à ce qu'il puisse intervenir auprès des autorités de cette maison pour qu'on cesse la climatisation qu'on a dans le dos et qui nous fait effectivement, qui va nous rendre malades, parce qu'on est tous complètement frigorifiés avec cette ventilation. Merci, Monsieur le Président, par avance. Merci. J'avais fait un déplacement avec l'ancien président de la Commission à Taïwan, et c'était quelque chose que j'avais effectivement remarqué, la climatisation. J'étais dans un ministère, j'ai mis ma veste sur mon oreille, parce que j'avais la clim qui m'arrivait dans les oreilles, mais je ferai remonter effectivement ta remarque. Je vais donner la parole à Nadège Havet. Merci, Monsieur le Président. On a beaucoup parlé financement, et notamment pendant l'accord de Paris, en fait, il y avait un nouvel objectif chiffré collectif qui était pour le financement climatique et qui devait être fixé avant fin 2025. Le nouvel objectif, en fait, était construit sur la base de l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an. Parle-t-on aujourd'hui des mêmes bases, et pouvez-vous nous dire concrètement sur quoi nous pourrions atterrir avant la fin 2025? Merci. Merci. Qui se lance dans les réponses? Pas tous en même temps. Je peux faire une première réponse sur l'utilité des COP de manière générale, Monsieur le Président, et l'utilité de cette COP-ci en particulier. Nous avons, avec la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et avec l'accord de Paris, un outil de gouvernance universel, relativement souple, qui a le mérite d'exister, qui n'est évidemment pas parfait, comme tout système onusien. On en voit régulièrement les limites, notamment lorsque nous sommes en négociation, des limites de portée, des limites de calendrier, mais actuellement nous n'en avons pas d'autres, et c'est un système qui a déjà produit des résultats. Les contributions déterminées au niveau national ont permis des efforts dans de nombreux États. La trajectoire carbone est
inférieure à ce qu'elle aurait été sans ces CDN. Donc je dirais que on peut regarder le verre de deux façons, soit il est vide, soit il est à moitié vide, soit à moitié plein, mais il y a une façon positive de voir ces COP, et il y a une façon positive de voir cette COP-ci en particulier. Pour mémoire, l'ensemble des États de la planète participent, la quasi-totalité des États de la planète participent à ces COP. Il n'y a que 3 États qui ne sont pas membres de la Convention cadre. Donc on a un espace de négociation, un espace de discussion qui permet de mémoire l'Iran, la Libye et le Yémen. Donc vous avez, à part l'Iran qui est un émetteur assez important, vous avez l'ensemble des gros émetteurs de la planète. Ils sont autour de la table et oui, les résultats sont toujours pour nous, Européens et surtout Français qui souhaitons toujours être à la pointe de l'ambition, les résultats peuvent être décevants, comme sur certains points, ils l'ont été à la COP de Dubaï. Je parlais du charbon tout à l'heure. Sur d'autres points, ça avance clairement. La sortie progressive des énergies fossiles a été acceptée au consensus, y compris par l'ensemble des États qui étaient producteurs d'hydrocarbures. C'est un engagement fort pour ces États parce que c'est leur modèle économique qui est clairement remis en cause. Voilà, donc pour cette COP à Bakou, nous aurons la même communauté universelle d'États qui va négocier. Et le résultat des négociations, je réponds aussi à la question de Madame la sénatrice, le résultat des négociations est difficilement anticipable. Comme à Dubaï, comme à Sharm el-Sheikh avant, comme à Glasgow, tout se décante dans les 2 derniers jours. Et c'est le dernier jour, voire le jour d'après, que l'on apprécie vraiment le résultat. Et quand bien même il y a un résultat, il faut suivre, assurer la mise en œuvre. Je vous parlais tout à l'heure de la sortie des énergies fossiles, la sortie progressive. C'est clairement écrit dans la décision de sortie de la COP précédente. Et cette disposition est depuis assez largement remise en cause. Il y a une forme de déni ou de rejet dans les négociations techniques au niveau intermédiaire, dans les négociations intermédiaires au niveau technique, pardon, qui vise à amoindrir la portée de cette disposition. Donc, à la COP29, sur cette disposition particulière, il faudra continuer à trouver des espaces de négociation pour concrétiser cette décision de la communauté internationale. Donc, il faut toujours pousser. Si je résume de manière un petit peu triviale ce que je viens de dire. Allez-y. En fait, je ne suis pas sûre que la question s'adressait nécessairement à l'AFD. Je pense que vous avez déjà répondu en grande partie à la question. Effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, les pays que vous citez s'inscrivent aussi dans la dimension et les accords multilatéraux. Donc, bien qu'ils soient producteurs, ils prennent également ces engagements. Ils prennent ces engagements sur le développement des énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi considérer ça. Et ce sont des pays qui sont également contributeurs sur la finance climat. Donc, voilà, d'où l'importance du multilatéralisme. Donc, moi, je ne vais pas aborder la question de l'intérêt du multilatéralisme. J'y ai travaillé pendant 35 ans, donc je dois quand même y voir un certain intérêt. Mais par contre, je vais peut-être aborder la question de la dette, la résolution de la dette et de la forme de financement, les dons ou autre chose, parce que les deux sont liés de toute façon. Hein. Au niveau de la dette, ce qui a marché en 2001 ne marchera pas, où grosso modo un petit groupe de pays se sont mis d'accord pour oublier leur dette. Donc là, il va falloir sans doute distinguer les pays qui ont un problème de liquidité des pays qui ne sont pas solvables. Et beaucoup de pays qui actuellement ont un problème de remboursement de leurs dettes, de paiement de leurs intérêts annuels, en fait sont solvables. Ils ont simplement un immense problème de liquidité parce qu'ils ont eu droit à la pandémie de Covid et après à une crise énergétique et alimentaire historique. Donc pour ces pays, en fait, pouvoir mettre en place des financements, des structures de refinancement
en augmentant par exemple la capacité de refinancement des banques multilatérales, je vais en dire un mot, ça pourrait être suffisant. Et en fait, pour les bailleurs de fonds, ça peut être à valeur égale, dans le sens que les intérêts peuvent être reportés dans un système de refinancement. Pour que les banques multilatérales puissent jouer à plein un rôle de refinanceur, il faudra sans doute revoir des termes un peu techniques comme, en anglais c'est Capital Adequacy Ratio, les réserves fiduciaires qu'elles doivent obtenir, etc. Parce qu'actuellement, elles suivent les réserves fiduciaires des banques commerciales, bien que leurs accidents de crédit soient 15 fois plus faibles. Donc il y a beaucoup de réformes du système de financement international qui devraient prendre place. Mais la première chose, refinancer les pays qui sont solvables. Et refinancer les pays qui sont solvables, sans doute en utilisant les banques multilatérales de développement. Après, pour les pays qui ne sont pas solvables, là, il faut renégocier le principal de la dette. Mais quand on parle d'un groupe de pays beaucoup plus faible, bien moindre. Donc, ça devrait être possible. On a mis en place un cadre commun de renégociation de la dette avec les nouveaux pays bailleurs de fonds. Il ne marche pas très bien, il est très, très lent. Mais on peut l'améliorer. On peut l'améliorer notamment en mettant en place des dates butoirs, où ceci, ça doit être fait par cela et cela. Une des grandes conditions, ça va être l'égalité de traitement des bailleurs de fonds. Il faudra faire en sorte que les secteurs privés, que les dettes privées acceptent les mêmes conditions que les dettes publiques. Et il va sans doute falloir changer quelques règles au niveau de la finance internationale. Par exemple, la plupart des obligations, des emprunts obligatoires, des obligations qui ont été émises par les pays en voie de développement, le sont à New York. Et à New York, si vous êtes en retard de paiement, vous payez 9% de taux d'intérêt sur votre retard de paiement. Et donc ça, il faut éliminer ce genre de clause. Donc ça, c'est un volet on parle ici de la réforme du système de financement international qui est lié à la réforme de la dette. Maintenant, quand vous avez ce problème de la dette, s'il n'est pas réglé, bien sûr que des ONG vont demander à que tout se fasse sous la forme de dons. Parce que vous dites, bah, si j'obtiens une aide sous forme d'emprunt, vous allez simplement encore aggraver encore plus mon problème de la dette. Je pense qu'il faut vraiment séparer les deux. Il faut traiter de la dette, parce que d'abord on parle de sommes qui sont 1000 fois plus élevées, sont gigantesques les sommes les traitements de dette. Donc c'est pas la finance internationale pour le développement qui va résoudre cela. Donc il faut vraiment séparer la dette du financement pour le climat international. Pour le financement pour le climat international, il faut en effet beaucoup plus de dons. Pourquoi est-ce qu'il faut beaucoup plus de dons? Parce que d'abord, les dons, ça vous permet d'investir dans le renforcement des capacités, dans le renforcement institutionnel, dans le renforcement réglementaire. Donc ça vous permet de créer un cadre porteur pour les investisseurs privés, parce que vous réduisez énormément les risques. Et si on veut mobiliser de l'investissement privé, il nous faut des dons pour mettre en place ce cadre porteur. Les dons, c'est aussi important parce que vous avez des projets qui ont une valeur sociale énorme, par exemple des projets d'adaptation, mais qui n'ont pas un retour financier sur investissement. En France, c'est de l'argent public sous forme de dons souvent qui finance les projets à haute valeur sociale. Et pourquoi est-ce que les pays les plus pauvres ne pourraient pas le faire, ne devraient pas le faire? Une autre raison pourquoi le don est important, c'est parce que vous pouvez transformer le don en n'importe quel instrument financier. On sait qu'il nous faut utiliser beaucoup plus de garanties pour mobiliser le secteur privé. Beaucoup plus. Ça marche très bien, les garanties. Mais pour ça, il faut que vous ayez du don. Il faut que vous puissiez utiliser votre don pour créer des garanties, que vous utilisez votre don pour investir en capital direct. Et donc, le don, en fait, c'est une monnaie fongible. Vous pouvez l'utiliser n'importe comment. Donc pour moi, en effet, c'est très important d'augmenter la part du don, mais pas forcément à cause de la dette, simplement parce que c'est une utilisation beaucoup plus efficace de l'argent avec un effet levier plus élevé. Sur votre... Un complément qui est pas directement lié aux enjeux de la COP29, c'est qu'au-delà de l'action multilatérale, nous avons des leviers en France, en Europe,
pour agir justement sur ce que vous disiez, ces pays qui ne réduisent pas suffisamment et qui continuent à augmenter leur consommation d'énergie fossile. On a des leviers commerciaux, on a des leviers dans notre réglementation, et la France est vraiment en pointe sur ces sujets et commence à entraîner vraiment l'Europe sur le sujet. Je parlais tout à l'heure du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il faut qu'on puisse jouer sur un pied d'égalité avec les industriels européens et qui sont assujettis au système européen d'échange de quotas et qui doivent payer pour leurs émissions de gaz à effet de serre, avec des importateurs qui importent les mêmes produits, qui ne seraient pas soumis à ce type d'obligation dans leur pays. Ce n'est pas un enjeu de protectionnisme, c'est un enjeu de respect de nos engagements climatiques. Il s'agit de réduire notre empreinte carbone et de ne pas exporter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ce point est important. On a d'autres dispositifs. Par exemple, le fait d'imposer, de réserver le bonus pour les véhicules électriques aux seuls véhicules qui atteignent un certain score environnemental pour leur production. C'est quelque chose que nous faisons en France, que nous portons au niveau européen. Au niveau européen, le sujet prend de l'ampleur et on voit bien qu'on a des leviers, notamment dans nos négociations commerciales, dans les accords commerciaux, d'intégrer l'accord de Paris comme clause essentielle de ces négociations, de ces accords commerciaux, est un levier très important. L'Europe, c'est quand même un grand marché. Et donc, on a des leviers au-delà de notre action multilatérale. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Je salue nos invités. Après la COP 28 à Dubaï en 2023, aux Émirats arabes unis, dont je rappelle que le pays voisin, l'Arabie saoudite, organisera les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, et on sait combien il y a de la neige en Arabie saoudite. La COP 29 sur les changements climatiques se déroulera du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est vrai, rien de tel, ça a déjà été dit, qu'un pays dont l'économie repose sur le pétrole pour prêcher les vertus des énergies renouvelables. L'on parlera donc du climat dans un pays dont les premiers défis semblent déjà assez conséquents. Conflit avec l'Arménie concernant la région du Haut-Karabakh, la liberté de presse, l'Azerbaïdjan se classe 154e sur 180 pays, la corruption, ce pays fait à peine mieux, il est 128e, et récemment l'Azerbaïdjan s'est ingéré en Nouvelle-Calédonie en soutenant des mouvements plus ou moins factieux et en diffusant de la désinformation. D'ailleurs, les ingérences de l'Azerbaïdjan sont considérées comme très sérieuses par le gouvernement français. Alors certes, l'on sait que les défis climatiques transcendent les frontières politiques et géographiques, mais cela montre également, je crois, l'absurdité du paradigme climatologique appliqué sans nuance et sans tenir compte des contextes nationaux et locaux. Ne trouvez-vous pas? Qu'en pensez-vous? Est-ce que les 800 membres, c'est ma question, de la délégation française doivent-ils vraiment se rendre sur place dans un tel pays et dans un tel contexte? Je vous remercie. Merci pour cette question. Je vais donner la parole à Jean Bassy. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, nous avons des scientifiques qui commencent à parler de l'impact feu de forêt. Et ils nous donnent des chiffres, ils nous disent que 6% des gaz à effet de serre sont dus aux feux de forêt mondiaux. Et là, on ne compte pas derrière le stockage du carbone qui n'est plus effectué par la forêt qui a brûlé le temps qu'elle se reconstitue. Avec l'évolution du climat, on aura de plus en plus d'éclosions de feu. Est-ce que c'est un problème qui est pris en compte? Au niveau mondial, je n'ai pas de chiffres, mais au niveau national, AgroParisTech et l'Université de Toulouse nous expliquent qu'1 euro investi pour protéger la forêt ou tout au moins faire en sorte qu'on puisse la défendre plus facilement contre le feu, permet d'économiser 29 € quand il faut combattre le feu et restaurer ce qui a été brûlé. Voilà. Parole à Simon Uzenat.
Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Alors, beaucoup a déjà été dit sur la dégradation et l'emballement de la crise climatique. Finalement, chaque année, on fait le même constat que l'année qui vient de s'écouler est la plus chaude jamais enregistrée, dépassant les pires prévisions des scientifiques. On s'éloigne irrémédiablement des objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris. Et là, sur un calendrier plus récent, la pré-COP, l'Assemblée générale des Nations Unies, la Climate Week, tous ces événements ont confirmé que les motifs d'espérance étaient quand même relativement limités, conjugués à une très faible volonté du pays organisateur, l'Azerbaïdjan. On va y revenir. Moi, je voudrais tout d'abord pointer et insister sur la violation des droits humains. Ce n'est pas directement l'objet, Monsieur le Président, de l'audition ce matin, mais nous ne pouvons pas passer sous silence ces violations manifestes qui entrent totalement en contradiction avec les principes portés en particulier par les Nations Unies. Moi, même si j'entends les collègues et je peux partager les réserves sur le fait d'organiser dans un pays très fortement lié aux énergies fossiles une conférence sur le climat, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas l'élément pour moi le plus problématique. Celui, en revanche, de la violation des droits humains l'est complètement, encore davantage quand les ressources que ce pays tire des énergies fossiles contribuent à alimenter a priori de façon très claire l'effort de guerre de la Russie. Donc tout cela vient aussi contredire un certain nombre d'objectifs que nous pouvons afficher en tant que puissance démocratique attachée aux droits humains. D'ailleurs, alors on n'a pas les chiffres précis, mais l'Union européenne s'approvisionnerait, en tout cas en gaz notamment azéri. Et donc tout cela pose d'autant plus problème que ça a été dit par notre collègue Demy, mais l'Azerbaïdjan affiche clairement la volonté au cours des 10 prochaines années d'augmenter sa production d'énergie fossile de 35%, alors même qu'à Dubaï, on a acté la sortie progressive des énergies fossiles. Donc là encore, sur la crédibilité de la parole des pays et au-delà de la communauté internationale en direction de nos concitoyens. Donc moi, je ne vais pas revenir sur les questions liées au multilatéralisme. Moi, j'ai eu l'occasion par le passé de participer à plusieurs COP, mais c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question de la démonétisation des COP et peut-être du transfert de ces temps d'échange plus opérationnels vers d'autres instances. On peut penser en particulier au G20. Quel est votre avis sur ce sujet ? Autre élément, vous avez répondu, Monsieur Glemarek, merci, sur le sujet des dons. En effet, la distinction que vous opérez entre les pays insolvables et ceux qui rencontrent des problèmes de liquidité est intéressante, mais le sujet des dons, il est évidemment central. Il y avait une image qui était évoquée par un responsable d'ONG qui disait, en fait, si vous faites des prêts, c'est comme si vous donniez un gilet de sauvetage rempli de pièces d'argent. Donc en réalité, vous voulez aider, mais vous faites couler plus vite. Encore une fois, c'est pas généralisé, mais l'image me semble suffisamment parlante. Et donc sur l'effort international en faveur des dons, là, si vous pouviez peut-être nous en dire davantage, d'autant qu'il faut l'associer, vous l'avez un petit peu évoqué, mais le mécanisme de garantie. Le GIEC appelle de ses voeux et d'autres acteurs après lui un mécanisme mondial de garantie aujourd'hui. Là aussi, les effets leviers sont très nettement insuffisants. Les banques multilatérales de développement ont annoncé un effort pour les 10 prochaines années de 300 à 400 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 40 milliards par an, quand en réalité, la cible est à 260. Donc là aussi, nous sommes quand même très très loin. Et puis, je souhaiterais terminer sur des points nationaux, mais qui ont des incidences sur la scène internationale. L'exemplarité de la France. Vous avez dit tout à l'heure, Madame Simiou, le poids de la conjoncture dans l'atteinte de nos objectifs. Vous l'avez chiffré à un tiers. La réalité, c'est que sans cet élément conjoncturel, on
n'atteint pas nos objectifs. Donc ça pose là quand même une vraie question. Au-delà, on vient de l'apprendre, la consultation va débuter sur la SNBC3 et la PPE3. Sauf que pour la SNBC3, a priori, la ministre a évoqué un décret d'ici la fin de l'année 2025. On était déjà très en retard, on l'est encore davantage, alors qu'il s'agit d'un document clé. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de finances 2025, les crédits sont en baisse très nette sur le sujet de la transition écologique, en particulier l'aide publique au développement. Donc là aussi, à un moment où on a besoin de retrouver une crédibilité de la parole, notamment des puissances qui ont une responsabilité toute particulière dans le dérèglement climatique, ces actes-là, a priori, parce qu'on n'est pas au moment du vote du budget, mais posent de nombreuses questions et affaiblissent notre revendication d'être beaucoup plus exigeant. Et puis enfin, le dernier élément, c'est la stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. Là aussi, grosso modo, des intentions ont été affichées par le gouvernement, mais quand on décide de faire appel aux entreprises, il y a une mission d'information de la délégation aux entreprises dont j'étais co-rapporteur qui a bien insisté sur aujourd'hui la faiblesse du soutien de l'accompagnement des entreprises. Elles ont chiffré à 40 milliards par an pour la seule France d'investissement supplémentaires. C'est pas simplement en leur disant de faire davantage. Aujourd'hui, dans un contexte très contraint et une conjoncture très morose, elles auraient besoin d'être davantage aidées. Puis sur les collectivités, c'est la même chose. On va rogner le fonds vert d'1,5 milliard. On va couper un certain nombre de dispositifs. Et de l'autre côté, il faudrait que les collectivités fassent encore davantage. Là, il y a une contradiction majeure. Donc, évidemment, c'est pas vous directement qui êtes responsable, mais il était nécessaire de pointer ces sujets-là parce que la négociation climatique, elle se nourrit de confiance, de crédibilité. Et les uns les autres, nous devons être au rendez-vous. Donc, si vous pouviez d'aventure, au moins sur les premiers points, notamment la dimension internationale, nous apporter quelques éclairages, et peut-être sur les financements de l'aide publique au développement, en tout cas la trajectoire envisagée par le gouvernement. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Gilbert-Luc Devinaz. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les intervenants de leur éclairage et la clarté d'ailleurs de leurs propos, d'avoir souligné les points de blocage. Pas spécialement de questions. On pourrait se demander où sont les déclics pour que ça puisse partir dans le bon sens. Non, je voulais revenir, moi, sur le lieu où se passe cette COP 29 en Azerbaïdjan. Certes, c'est un pays qui vit essentiellement des énergies fossiles. Si j'ai bien compris, quand on veut bien regarder les quantités de gaz que ce pays fournit à l'Europe, il est évident qu'il y a une partie du gaz qui vient de l'Union soviétique, enfin de la Russie. Oui, de la Russie, et le pouvoir dans ce pays, et Aliyev en particulier, n'est pas un modèle de démocratie. Ça a été soulevé par des collègues. Je voudrais rajouter que la guerre des 44 jours contre le Haut-Karabakh, il y a eu des comportements qui relèvent du crime contre l'humanité. Et cette guerre s'est terminée du jour au lendemain par le départ de 120 000 Arméniens qui ont été obligés de quitter leur territoire pour rejoindre un territoire dit plus sûr qu'est l'Arménie. Et à mon sens, on verra après la COP29, l'Azerbaïdjan menace toujours l'Arménie et en particulier le Sud. Donc moi, ça me choque que cette COP29, dont je vois bien l'intérêt et l'importance, se déroule dans un tel pays. Ça me choque sur le plan des valeurs. Et je suis d'autant plus touché qu'ici au Sénat, on m'a confié la présidence du groupe d'amitié interparlementaire France-Arménie. Et à ce titre, en tant que président, j'ai écrit au président du Sénat pour lui faire part que notre groupe d'amitié souhaiterait qu'il n'y ait pas de délégation de sénatrices et de sénateurs à cette COP29. Ce qui confirme le fait que nous ayons décidé de ne pas y aller. Et pour mettre une pointe d'humour dans ce débat, vous me permettrez de trouver paradoxal de discuter de financement complémentaire dans un pays qui s'appelle Bakou. C'est un peu d'humour. Je vous donne la parole.
Un point sur cet enjeu des forêts, des feux de forêt qui est effectivement essentiel, peut-être pour répondre d'abord sur le périmètre français. Hein, c'est effectivement un enjeu très important chez nous déjà. Et on a aujourd'hui 30% du territoire qui est exposé aux feux de forêt. En 2050, ce sera 50% du territoire qui sera concerné. On voit bien que le risque d'incendie monte déjà vers le nord. Des incendies en Bretagne, on n'aurait pas imaginé il y a quelques années avoir des incendies en Bretagne, dans le Jura aussi. Et donc, c'est un enjeu essentiel. Et dans le plan national d'adaptation au changement climatique, dont le projet a été présenté vendredi par le Premier ministre, il y a effectivement des mesures sur comment est-ce qu'on se prépare davantage à l'augmentation attendue des incendies. Vous verrez qu'on mène actuellement une campagne de communication sur le débroussaillement. C'est l'un des enjeux qui est important. Voilà. Et on a également des mesures sur comment mieux préparer la sécurité civile à l'augmentation des risques climatiques, mais je ne serai pas plus longue. Il y a aussi des enjeux. Je revenais sur ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a aussi des leviers hors multilatéralisme pour agir. Le règlement en déforestation de l'Union européenne, même s'il est décalé un peu dans sa mise en œuvre, c'est bien ça l'idée, c'est de protéger les forêts mondiales en refusant d'importer des produits qui sont issus de la déforestation et qui fragilisent les forêts et qui les exposent davantage au risque de feux de forêt, puisqu'on sait que ce sont des techniques qui sont utilisées pour déforester, pour ensuite pouvoir planter du soja, de l'huile de palme, des palmiers à huile et d'autres produits. Donc ça fait partie des leviers qu'on peut utiliser pour protéger les forêts dans le monde, c'est d'utiliser notre réglementation européenne. Et c'est vraiment un enjeu important du pacte vert qui, pour la première fois, on n'a pas regardé uniquement ce qui se passait aux bornes de l'Europe. On a adopté des mesures qui portent sur l'impact que la consommation européenne a sur le climat et la biodiversité ailleurs dans le monde. Et ça, c'est un virage que la France a vraiment impulsé et qui est vraiment essentiel à notre avis. Peut-être réagir sur... Pardon. Oui, je vais continuer sur quelques questions, notamment une qui est assez difficile, notamment pour un fonctionnaire du ministère de la Transition écologique, à savoir l'Azerbaïdjan. Je pense que c'est une question clairement politique à laquelle il ne nous revient pas de répondre. Je crois que vous avez des auditions d'autorités politiques prochainement. Peut-être cette question pourrait-elle être posée à ce niveau-là. Juste un point factuel, la détermination des pays hôtes se fait de manière décentralisée, de manière non universelle, puisque chacun des groupes d'États détermine alternativement le pays qui, au sein de ce groupe géographique, tiendra la présidence. Donc le groupe des États d'Europe orientale, qui est assez large, a décidé au consensus de donner la présidence à l'Arménie pour cette fois-ci. On verra. Donc, c'était la même chose pour l'Amérique latine, pour le Brésil l'année prochaine, etc. De la même façon, je ne rentrerai pas sur la question de la délégation française, mais en tout cas, elle ne sera pas de 800 personnes. La délégation française de l'année dernière était effectivement de plusieurs centaines de personnes, mais elle intégrait bien au-delà du groupe de négociateurs, qui sont, on est quelques dizaines. Il y a bien sûr les autorités politiques qui se déplacent et leur cabinet, mais il y a également les représentants de nos entreprises, les représentants de nos ONG, les représentants de notre monde académique, d'où une délégation qui, encore une fois, n'est pas la délégation de négociation, c'est la délégation qui voyage et est protégée sous pavillon français. Sur la forêt, je me permets d'ajouter quelques éléments, enfin un élément particulier à ce qu'avançait Madame Simiou, c'est que la forêt, de manière générale, prend une ampleur transverse dans les grandes négociations négociations internationales sur le développement durable. Il y a deux objets, je dirais, transverses
que sont d'une part la forêt et d'autre part l'océan. L'océan prend une actualité particulière, ou aura une actualité particulière l'année prochaine en France avec la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, avec tous les enjeux de ce qu'on appelle le nexus océan-climat. Pour la forêt, ça pourrait être un autre objet, mais il y a énormément d'efforts menés par la France en termes de financement, en termes de technique, pour promouvoir la forêt, la protection de la forêt, que ce soit dans les pays du Sud, mais également dans les pays plus développés. Et je fais référence, par exemple, à la priorité que l'on met dans nos actions d'influence sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont des solutions à la triple crise planétaire qui nous amène à avoir recours à la forêt principale, par exemple, ou à des zones humides, de façon à lutter contre les changements climatiques, à lutter contre l'érosion de la biodiversité, etc. Donc ça, c'est un sujet que l'AFD connaît bien. Les solutions fondées sur la nature, c'est vraiment en lien avec l'UICN, un de nos éléments clés. Sur le système multilatéral, monsieur le sénateur, vous parliez du G20. Alors, les séquences COP sont quelque part plutôt bien organisées, puisque les COP climat sont toujours organisées en fin d'année. Elles sont précédées par certains disent un chemin de croix, je ne vais pas reprendre l'expression, mais par toute une série d'étapes qui sont plus ou moins formelles, qui réunissent des groupes d'États. Il y a... Non, je ne vais pas en faire la liste. Bref. Et parmi ces différentes étapes, il y a l'étape du G7 qui ensuite prépare l'étape du G20. Et généralement, le G20 est la dernière grande étape qui précède une COP climat. D'ailleurs, précède aussi la COP, idéalement, précède les COP biodiversité et désertification. Mais ça ne peut être qu'une étape, à mon sens, parce que le G20 a un intérêt fort, c'est la capacité d'impulsion. Ça doit être, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais je pense que ça doit être 75% des émissions mondiales actuellement pour les États membres, enfin les États qui forment le G20. Mais il y a plusieurs effets pervers. Tout d'abord, le G20 peut clairement ne pas mobiliser, ne pas enthousiasmer les 170 autres États qui sont concernés, notamment les petits États insulaires en développement, les États particulièrement vulnérables. Donc ceux-ci se sentent un peu écartés de la scène, alors qu'ils sont au premier plan de la lutte contre les changements climatiques, parce qu'ils en font les frais plus que nous. Donc ça, c'est la première, je dirais, le premier effet pervers, ou le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est la fragilité du G20. Le G20 ne débouche pas toujours sur des engagements forts de ses leaders ou, étape intermédiaire, des communiqués ministériels. On l'a vu depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le G20 a eu du mal à trouver à faire des communiqués consensuels. Et rien ne dit que cela va s'améliorer. Voilà, deux points importants concernant le G20. Ça reste un organe utile, mais non suffisant, tout comme la COP. Les COP sont utiles, mais non suffisants. Donc il faut reprendre ce chemin de croix, année après année. Je vous en prie. Peut-être très rapidement pour compléter sur deux points. D'abord pour indiquer que l'AFD octroie également des financements en faveur de la protection de la forêt. On le fait dans un certain nombre de pays. Au Maroc en particulier en partenariat avec l'ONF. En Turquie, pardon, avec l'ONF. On le fait également au Maroc. On le fait en Asie. Voilà, donc on a un certain nombre de financements en faveur de la forêt. Et puis 20% de nos financements biodiversité sont dédiés à la protection des écosystèmes. Donc y compris la forêt. Voilà. C'était juste pour préciser sur ce point-là. Après, sur le sujet prêt-don, vous le savez, hein, l'AFD intervient majoritairement en prêt, avec de l'ordre de 80-85% selon les années. Donc, évidemment, le choix entre prêt et don dépend à la fois du niveau de développement du pays et puis également de l'objet qui est financé. Il est vrai que les prévisions budgétaires de 2025, qui sont, vous l'avez souligné, vont être moins importantes pour l'aide au développement, vont probablement avoir des conséquences sur le volume de finances climat qui sera octroyé.
même si une partie des dons est affectée à des projets en tant que tels, et une autre partie est affectée à de la préparation de projets, à de l'accompagnement pour du financement de l'assistance technique, etc. Mais il n'est pas impossible que ça ait un impact, notamment sur les sujets d'adaptation. Voilà. Et je voulais simplement souligner de nouveau, au-delà du débat prêt-don, parce que évidemment, avec des prêts, on mobilise des financements dans des proportions beaucoup plus importantes que du don, et le prêt a aussi son intérêt dans certains pays pour cette raison-là. Je voulais insister de nouveau sur l'importance de la mobilisation des autres types de financement, et en particulier de la finance privée sur ces sujets climat, qui est encore en réalité, alors on a du mal à la quantifier vraiment parfaitement, mais on sait qu'elle est quand même pas suffisamment mobilisée au regard des enjeux de finance climat. Voilà. Allez-y. Très rapidement concernant le G20, parce que je m'inscris entièrement dans la réponse donnée par M. Dupré-Durand, la multiplication des différents organes a donné lieu à un peu à une cacophonie il y a une vingtaine d'années. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une des grandes avancées que nous avons vues au niveau multilatéral, c'est que les grandes instances multilatérales se parlent de plus en plus. Et donc, si on prend le point de vue de la négociation climatique, on voit le G7, G20, COP, mais en fait, si vous prenez le point de vue du G20, ça va être plutôt un différent parcours. Mais toutes ces organisations commencent à se parler. Et de la même façon, maintenant, la Convention sur les changements climatiques parle avec la Convention sur la biodiversité, parle avec la Convention sur la lutte contre la désertification. Et ceci est une très bonne chose parce que vous multipliez les points d'accord, vous multipliez les motivations pour l'action. En ce qui concerne les feux, malheureusement, c'est une question de plus en plus clé. Quand le GIEC a établi un budget carbone de 500 gigatonnes pour rester à 1,5 degré Celsius, le GIEC a assumé que les océans et les forêts continueraient à jouer le rôle de puits carbone qu'ils jouaient à l'époque, et qu'en sus, on pourrait augmenter ce rôle de puits carbone au travers de la reforestation et de la forestation. Et malheureusement, on voit l'opposé actuellement. D'abord, le budget carbone, il est plus qu'aux alentours de 200-250 millions de gigatonnes. Hein. Mais en sus, on voit que les puits carbone traditionnels sont de plus en plus faibles. Par exemple, la forêt canadienne, les feux dans la forêt canadienne l'année dernière ont émis, cette année, ont émis plus de gaz à effet de serre que l'industrie pétrolière canadienne. Et c'est pas peu dire. L'Amazone, maintenant, est une source de dioxyde de carbone. Ce n'est plus un puits. Donc, c'est un vrai problème. Il faut vraiment faire quelque chose dessus. Et malheureusement, quand vous regardez les financements climatiques, très peu d'argent est fléché vers les forêts. Et donc, dans une réforme du système de financement pour le climat, il est très important de remettre à jour ce volet. La COP21, il y avait une reconnaissance de l'importance des écosystèmes et des forêts. Il y a eu la décision de Glasgow d'arrêter le déboisement à l'horizon 2030. On n'est pas dans les clous. Donc, il faut vraiment relancer cette question, peut-être à la COP 29. Pour le don versus le prêt. Comme vous l'avez peut-être noté dans ma réponse initiale, je pense qu'il faut augmenter la part du don. C'est très, très important d'augmenter la part du don. Actuellement, on n'a pas assez. Mais il y a des cas où vous ne voulez surtout pas donner du don. Par exemple, une bonne partie des financements climatiques, aujourd'hui, c'est sous forme hybride. C'est des financements publics-privés. Et vous n'avez pas envie de donner du don à une compagnie privée qui peut avoir un taux de retour sur investissement parfaitement décent avec du prêt. Et au niveau du Fonds vert pour le climat, on avait une grille d'analyse financière où on disait, bon, est-ce que ce projet a besoin de l'argent public? On faisait l'analyse financière, si on arrivait à la conclusion qu'il n'en avait pas besoin, on rejetait le projet. Après, notre seconde étape, c'est est-ce que ce projet a besoin d'argent public? Si c'est oui, est-ce que c'est du prêt au taux de marché? Et si c'est non, après, est-ce que c'est du prêt à taux plus faible que le marché? Après, est-ce que c'est plutôt des garanties? Et on allait au don quand vraiment il fallait utiliser du don. C'était la seule façon dont ce projet verrait le jour. Et on était en effet beaucoup plus ouvert au don pour les pays à revenus faibles. Hein. Donc c'est le pays, le secteur qui primait. On a besoin de plus de dons, mais on a besoin de tous les instruments financiers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, vas-y.
Je viens juste d'écrire un petit papier pour Le Monde la semaine dernière sur cette question. Pardon pour les collègues, c'était le mécanisme mondial de garantie appelé par le GIEC. Ouais, je viens juste de publier un petit éditorial la semaine dernière et ça devient très technique, mais le Fonds vert et la Banque mondiale ne peuvent pas fournir de garantie parce qu'il nous faut mettre en réserve 100% du montant qu'on garantit. C'est absolument, c'est un non-sens. Et alors que si ce sont des États souverains qui ont un pouvoir fiscal, ils n'ont pas besoin de mettre aucun argent de côté. Donc là, on arrive à des effets leviers de 1 à 30. Et c'est la raison pourquoi, pour moi, il est essentiel qu'on mette sur place un mécanisme de garantie multi-souverain, où on se repose sur la capacité budgétaire des pays pour pouvoir garantir des projets. Et le seul coût, ça va être le coût du risque d'accident de crédit, c'est à peu près 2%, pas beaucoup plus, hein, plus le coût d'opération de cette garantie. Et plus elle est grande, plus le coût est faible. Donc, pour la Banque mondiale ou le Fonds vert pour le climat, donner des garanties, c'est hors de prix. Pour la France, en association avec d'autres pays au niveau du monde, c'est un instrument extraordinairement efficace. Et les infrastructures, c'est 80% du coût pour le climat, les infrastructures, il leur faut des garanties. Bien, vous me permettrez de vous remercier d'avoir répondu aux nombreuses questions de mes collègues sur les enjeux, effectivement, de la lutte contre le changement climatique, enjeux qui sont importants, et on l'a bien vu dans les débats, qui doivent être non seulement une prise de conscience, mais je crois qu'il faut, j'en suis sûr, il faut aujourd'hui qu'on prenne des décisions, mais que ces décisions, on les mette en place et qu'on fasse chacun dans nos compétences et suivant nos moyens, qu'on puisse effectivement participer à la lutte contre le changement climatique. Voilà, je vous remercie. Merci.